Jamais le syndicalisme ne s'était battu jusque-là pour taxer le capital pour financer la Sécu. Si vous taxez le capital, vous le légitimez. S'il y a moins de capital, il y aura moins de sous pour la Sécu, c'est emmerdant. Vous allez vous retrouver comme ces salariés anglais qui ont manifesté contre les sanctions que Obama avait fait semblant de prendre contre British Petroleum de la marée noire, dans le golfe du Mexique, parce que la bonne santé de la protection sociale anglaise dépend de la bonne santé du capital. Ils en sont là, les Anglais. C'est dramatique. Les Américains. On a envie de se mettre sur ce pied-là, en taxant le capital pour financer la Sécu. Indépendamment de cette erreur stratégique majeure, ce mot d'ordre-là, implicitement, nous dit que la cotisation sociale est une taxe sur le travail. Vous vous rendez compte de contresens de lecture incroyable, hein? Reprenons, comme m'y invite De Winnick à juste titre, le PIB, nos 2000 milliards. Le PIB, c'est le produit de notre travail abstrait, hein, c'est-à-dire de la qualification, d'un mixte de qualification et de temps de travail, puisque nous avons un conflit aujourd'hui très aigu, hein, sur la mesure de la valeur économique. Très aigu, mais que nous sous-estimons, puisque nous croyons que tout est foutu, etc., que le capital a gagné, etc., etc. Et sur ces 2000 milliards, est-ce que vous pouvez me dire ce qui, dans la répartition de 2000 milliards, n'est pas pris sur le travail? Puisque ces 2000 milliards, c'est l'évaluation économique de notre travail. Tout est pris sur le travail. Le salaire est pris sur le travail. Le salaire direct, il est pris sur le travail. Est-ce qu'on appelle ça une taxe sur le travail, le salaire? Si j'en crois en tout cas les opposants à la réforme, oui, le salaire est une taxe sur le travail. Le profit est une taxe sur le travail. Bien sûr, il est pris sur le travail, le profit. Et la cotisation est prise sur le travail. Tout est pris sur le travail. La question n'est pas de savoir si c'est pris sur le travail ou pas. On ne peut répartir que ce que l'on évalue comme étant du travail, c'est-à-dire comme produisant de la valeur économique dans toutes les valeurs d'usage que nous produisons. Donc la question n'est pas de savoir si c'est pris sur le travail ou pas. Ça peut être pris sur le travail. La question, c'est de savoir au nom de quoi c'est pris sur le travail. Et précisément, le salaire direct, il est pris au nom de l'emploi, c'est-à-dire au nom du marché du travail. Le salaire direct, en tout cas dans le privé, c'est une institution capitaliste. Au bémol près de la qualification, hein, qui vient J'insiste là-dessus, mais je ne voudrais pas non plus, et c'est le deuxième, encore une fois, aspect révolutionnaire du salaire, c'est que le salaire, ce n'est pas simplement le salaire direct qui nous laisse complètement dépendants de l'emploi et donc du marché du travail, c'est aussi pour 45%, et c'est énorme, 45%, 500 milliards, comparé aux 700 milliards de salaire direct, de la cotisation sociale. Et la cotisation sociale, c'est l'antidote au salaire direct lié à l'emploi. Et, troisième élément de la répartition du produit national, au profit. C'est l'antidote au profit. Ça, c'est le plus facile à comprendre. Chaque fois que nous augmentons le taux de cotisation, chaque fois que nous augmentons le taux de cotisation patronale, dans la distinction entre salarié et patronal, nous augmentons le salaire au détriment du profit. Ça, c'est ce qu'a toujours fait le syndicalisme, se battre pour l'augmentation du taux de cotisation, sauf depuis 15 ans. Vous chercheriez en vain une priorité syndicale, dans quelques syndicats que ce soit,
à la hausse du taux de cotisation, puisque nous avons intégré ce discours imbécile sur la taxe sur le travail, qui est mauvaise pour l'emploi, puisque nous avons troqué encore une fois la bataille pour le salaire pour une bataille pour l'emploi. Donc, la cotisation sociale, c'est pris sur le profit, et on montre bien que c'est une antinomique du profit, puisque nous prouvons en matière de retraite, en matière de santé, qu'il n'y a pas besoin d'accumulation financière pour financer des dépenses aussi énormes, hein, 500 milliards, si j'additionne la santé, la vieillesse, on est à 460 milliards, et puis on est à près de 600 milliards si on ajoute l'emploi, les allocations familiales, etc. Il n'y a pas besoin. Ce sont les pays qui financent sans épargne les pensions, qui ont le meilleur taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la première pension nette et le dernier salaire net, et qui ont le plus gros pourcentage de pensionnés parmi les plus de 60 ans. Donc il n'y a pas photo. Ce sont les pays qui financent sans aucune accumulation financière, qui se sont débarrassés de l'accumulation financière, qui se sont débarrassés de la propriété lucrative pour financer les pensions, qui s'en tirent le mieux. Okay. Ah ben, alors là, vous prenez la Belgique, vous prenez l'Autriche, vous prenez la France, vous prenez l'Allemagne, vous prenez l'Italie, etc. Voilà les pays qui ont un taux de pensionnés parmi les plus de 60 ans. C'est pour ça qu'on leur reproche. Il n'y a pas assez d'emplois parmi les sexagénaires. Hein. Ah, la Suède, où on prend sa retraite à 64 ans, alors qu'on la prend à 61 ans chez nous. Ah, c'est un paradis, d'accord, etc., etc. Donc, et où le taux de remplacement est inférieur au nôtre, tout ça c'est un paradis évidemment pour le capital. Donc, nous faisons, et en Suède, il y a une part de la capitalisation beaucoup plus forte que chez nous. Je ne parle pas de l'Angleterre, où là nous avons un échec massif avec une part énorme de la capitalisation. La Suisse, avec une part énorme de la capitalisation et une situation des retraités qui est beaucoup plus mauvaise que la nôtre, enfin, etc., etc. Donc, nous prouvons que pour dépenser, en plus c'est des engagements de long terme en matière de retraite, sur des dizaines d'années, pour dépenser, pour assumer des engagements de long terme, il ne faut surtout pas de propriété lucrative. En matière de santé, c'est tout à fait évident. Comparer le système de santé des USA et les systèmes de santé européens. Le système de santé des USA n'est pas meilleur, que je sache, que le système de santé en Europe. C'est un système équivalent, peut-être un petit peu meilleur en Europe. Enfin bon. Or, les Américains dépensent 15% du PIB pour la santé. Nous, 10% en Europe. Pourquoi? Parce qu'on s'est débarrassé des compagnies d'assurance. On s'est débarrassé de la propriété lucrative. Encore qu'aujourd'hui, évidemment. Ben oui, mais ça, c'est les réformateurs. Ça, c'est les socialistes et l'UMP, le MEDEF et la CFDT. Ça, bien sûr. Mais notre tradition est une tradition de paiement sans accumulation financière de la santé. Et nous voyons combien on a intérêt à se débarrasser des parasites. Mutualisons et ne capitalisons pas. Mais bien sûr. Nous ne pouvons dépenser que l'aujourd'hui en économie. Là, je n'ai pas le temps de discuter ce que c'est que l'épargne. Peut-être que le débat le permettra, mais sinon, je vais causer quand même beaucoup trop longtemps. Mais épargner, ça n'est pas accumuler de la valeur. C'est accumuler des droits sur la valeur, produite au moment où on transforme l'épargne en monnaie. Bon. Donc, un repreneur, un investisseur n'apporte jamais rien qu'il ne vienne de nous piquer. Donc, une fois qu'on a dit que le roi était nu, il faut le dire, on ne le dit pas, hein. On dit c'est des salauds. Mais ce n'est pas des salauds, c'est des parasites tout à fait différents. Ils servent à rien. Dire c'est des salauds, c'est dire ils sont nécessaires et ils nous emmerdent. Non, alors on va les taxer. Puis il y en a qui sont bons et d'autres moins. Ouais, en plus. Donc, vous voyez combien nous sommes dans un dévoiement absolu de la réflexion. Ce bouquin, j'espère faire un peu de salubrité intellectuelle, simplement, pour sortir de nos impasses, qui nous mènent au désespoir, en plus.
qu'est-ce que nous pouvons faire pour assumer ces 500 milliards de cotisations sociales, ce quart du PIB anticapitaliste, parce qu'il est à la fois contre la logique de l'emploi, puisque la cotisation, elle va payer quoi? Des retraités qui sont payés en étant libérés de l'emploi, des soignants du service public hospitalier qui n'ont pas d'emploi, qui ont un grade. Ça va donc être des producteurs de non-marchands, qui sont eux-mêmes des non-marchandises, ce ne sont pas des forces de travail, ils n'ont pas été réduits à l'état de force de travail, puisqu'ils sont hors emploi. Nous avons donc là 500 milliards fondamentalement anticapitalistes, sauf que nous ne savons pas le voir, puisque depuis 15 ans, nous avons abandonné toute revendication sur le taux de cotisation. Nous revendiquons la modulation du taux de cotisation. Vous vous rendez compte de la monstruosité? Ceux qui créent des emplois auraient moins de cotisation, ce qui veut donc dire que la cotisation est l'ennemi de l'emploi, que la cotisation est une taxe sur le travail, enfin vous voyez la ronde intellectuelle dans laquelle on est. Or là, je désigne les plus opposants aux réformes, qui sont sur des schémas intellectuels absurdes. Comment peuvent-ils faire autre chose que perdre? Alors même qu'ils se mobilisent en permanence. D'où cette schizophrénie du militant aujourd'hui. Extrêmement mobilisé et parfaitement désespéré. Sauf le temps où Mélenchon passe de 8 à 10%, bon, il y a un peu d'euphorie, mais tout ça, on sait très bien que ça va retomber. Donc, sortir de cette schizophrénie, assumer notre détermination militante, suppose que nous ayons un discours autonome à la hauteur de la situation. Et ça suppose de voir ce qu'il y a de subversif de la Convention capitaliste du travail dans le réel, qui a été construit par nos luttes, les nôtres et celles de nos pères et mères ou grands-pères et grand-mères. Et on peut remonter encore un peu plus loin. Nous allons, sur ce modèle, créer une cotisation économique. Puisque la cotisation sociale, ça marche si bien, y compris pour l'investissement hospitalier. L'assurance maladie finance l'investissement hospitalier. Nous allons financer tout l'investissement par une cotisation. Nous allons non pas créer un pôle public bancaire qui socialisera les pertes au bout de quelques années au bénéfice du privé qui privatisera les bénéfices. C'est ce que nous observons depuis un siècle à travers les nationalisations limitées. Nous allons supprimer la propriété lucrative, faire des entreprises la propriété d'usage de tous, absolument tous, à une échelle locale si c'est une boulangerie, on ne va pas nationaliser les boulangeries, à une échelle nationale si c'est une industrie de flux qui suppose qu'il y a des tas d'effets sur l'aménagement du territoire, à une échelle européenne si c'est l'échelle pertinente. Nous allons, là ça sera encore plus long, mais vous savez, le premier peuple qui dira le roi est nu va dans l'état d'exaspération populaire en Europe, qui ne fait que commencer. Nous sommes au début des 10 années d'austérité qui nous sont promises pour fonder sur notre travail les milliers de milliards d'euros qui ont été déversés à la pelle sur les actionnaires depuis 3 ans pour sauver ces salauds nécessaires. Puisqu'on ne manifeste pas contre le fait de sauver les salauds nécessaires. On n'a pas laissé crever les banques. On a eu peur que ce soit pire. Vous voyez, c'est ça le point. C'est que nous pensons qu'on ne peut pas s'en passer de ces gens-là. Qu'on peut les contenir, qu'on peut faire un pôle public. Ce que nous prouvons avec la cotisation, c'est que ce n'est pas le pôle public qui est à l'ordre du jour. Encore une fois, c'est un militant de la candidature Mélenchon qui parle, un membre du Parti communiste depuis 1969 qui parle. Je connais la chanson, d'accord, hein. Et en plus, j'y suis toujours, donc c'est que je n'en vais pas balader. Je pense que tout ça est indispensable.
Et vous me ferez tenir aucun propos, je sais pas quoi, anti-parti, anti-machin, je sais pas quoi, tout ça est aberrant. C'est encore pire que l'existant, qui est discutable, certes, mais enfin qui au moins existe. Mais ce n'est pas d'un pôle public que nous avons besoin. Ce n'est pas ça qui est à la hauteur de ce que nous avons construit d'alternatif. Nous avons besoin de supprimer la propriété lucrative. Et nous le pouvons puisque nous le faisons déjà pour le quart du PIB. Vous voyez, taxer le capital, c'est légitimer la propriété lucrative. Alors qu'il s'agit de la supprimer en remplaçant le profit par une cotisation économique. Actuellement, la valeur ajoutée d'une entreprise, elle se partage entre ce qui va au salaire, le salaire direct, les cotisations sociales, et ce qui va au profit. Je parle des entreprises capitalistes. Le travailleur indépendant, c'est le bénéfice. Et ça, c'est normal. Il récupère le produit de son travail. C'est tout à fait normal. Je parle du profit. Sur les 800 milliards de profits et bénéfices, puisqu'il y a 1200 milliards qui vont au salaire et 800 milliards qui vont... Il y a 100 milliards de bénéfices. Bon, ça, ceux-là ne sont pas... C'est pour ça que je parle de 700 milliards de profits. Hein. Bien, au lieu qu'il y ait 700 milliards qui va au profit, nous allons d'abord affecter au travail 1400 milliards, et puis nous allons affecter 600 milliards à l'investissement, et non pas les 400 milliards, les 400 malheureux milliards que nous concèdent, je reprends toujours des chiffres, donc, oui, mais tu fais bien. que nous concèdent les titulaires de propriété lucrative, parce qu'ils empochent 700 milliards et ils en investissent 400. Le reste, il y a une petite partie d'impôts, donc ça c'est tout à fait légitime. Enfin, c'est tout à fait légitime. Nous allons supprimer l'impôt sur le capital parce que nous allons supprimer le capital, hein, bien sûr. Mais enfin, pour le moment, il y a un impôt sur le capital, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les transactions patrimoniales, quelques dizaines de milliards d'euros. Et puis vous avez 700 moins 400 plus quelques dizaines, vous avez 250 milliards d'euros qui partent en fumée. Hein. L'affaire Woerth-Bettencourt nous donne un petit peu quelques informations sur la fumée en question. Vous avez des choses beaucoup plus publiques que ça. Une OPA, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une OPA? C'est l'enrichissement sans aucune création de valeur, et même par destruction de valeur des actionnaires. On achète très cher, enfin l'entreprise qui fait l'OPA verse de l'argent à gogo sur les actionnaires pour les convaincre de leur filer, de lui filer leurs actions. Donc vous avez une hausse du cours, et puis ensuite on dit qu'à double emploi, on détruit donc une partie de la valeur pour enrichir les actionnaires. C'est ça les 250 milliards qui partent en fumée. Les OPA, les entreprises qui rachètent leurs propres actions, on augmente du coup. Ça, c'est depuis que Strauss-Kahn a été ministre. Heureusement qu'il ne l'a pas été longtemps. Hein. Mais son passage est désastreux. Hein. C'était un des pires ministres que nous ayons eu. L'échappée belle. Ah ouais, ça en a échappé belle. Oui, ça, Dieu merci. Il a autorisé le rachat des actions, ce qui était interdit depuis toujours. Vous voyez le côté absolument immoral. L'entreprise utilise une partie de sa valeur, de la valeur produite par le travail des salariés, pour faire monter le cours, donc enrichir les actionnaires. Voilà, c'est tout ce qui part en fumée. Hein. Dès lors que nous confions la propriété lucrative, le soin de financer l'investissement. Encore une fois, arrêtons la religion des marchés financiers et soyons à la hauteur de ce que nos pères et mères ont construit avec la cotisation sociale. Transposons sans une cotisation économique. Et par exemple, donc, comment tout ça va se trouver financé? Je conclus par un petit récapitulatif de ce que devient le PIB. Tout le PIB va aller à la cotisation. Nous allons supprimer l'impôt. Encore une fois, l'impôt, il légitime les ressources qu'il redistribue. Il légitime l'emploi en taxant ceux qui ont un emploi par de l'impôt, et il légitime le profit en taxant ceux qui font du profit par de l'impôt. On corrige,
parce qu'on voit bien que la répartition n'est pas juste, comme on dit, Équitable. n'est pas équitable, donc on va faire de l'égalité, mais encore une fois, on ne sort pas du capitalisme par l'égalité. Puisque la force du capital, c'est justement de ne pas avoir besoin d'inégalité pour extorquer la survaleur, pour la violence sociale inhérente à toute valeur économique. C'est pour ça que la réforme fiscale ne peut en aucun cas être au cœur d'un programme de gauche. En aucun cas. C'est la destruction de l'impôt qu'il s'agit au contraire de préconiser. Non pas parce que l'impôt soit mauvais, mais parce que l'impôt légitime le partage, emploi, marché du travail, propriété lucrative. Et deuxième argument contre l'impôt et pour la cotisation sociale, c'est que l'impôt, fondamentalement, fonde la citoyenneté sur la propriété. Nous ne sortons pas des Lumières du XVIIIe, et nous avons fait mieux. Si vous prenez le discours révolutionnaire, ou le discours des Lumières, qui refondent la propriété sur le travail, hein, la seule propriété légitime, elle est fondée sur le travail. Alors, dans une espèce de vision très idyllique du petit producteur indépendant, bien sûr, hein, qui par la main invisible échange sur le marché, enfin ça c'est bon. Mais le mouvement ouvrier a d'autres idylles, hein, les producteurs associés, enfin des machins comme ça. Toute chose qui, encore une fois, nie la valeur économique, ne situe le débat qu'au niveau du travail concret. Alors que c'est au niveau de l'abstraction de la valeur économique qu'il faut situer le débat. Même si c'est un peu plus compliqué apparemment. Enfin, ce que je raconte n'est quand même pas incompréhensible. L'impôt au XVIIIe siècle est le fondement de la citoyenneté. La Révolution va radicalement modifier le système d'impôt, hein, en l'asseyant sur le revenu et non pas sur les déplacements, les transports, etc., etc. Ou sur la production. C'est sur le revenu. Et on est citoyen parce que on sait... ne sont citoyens, parce que si vous lisez Sieyès, il y a plusieurs types de citoyens. Il y a les vrais citoyens, et puis il y a ceux qui sont citoyens de seconde zone, ceux qui justement ne sont pas propriétaires. Ne sont citoyens que ceux qui ont prouvé dans leur vie privée, par l'accumulation qu'ils ont fait grâce à leur travail, ça on verra très vite que c'est un peu prétendu, mais enfin, qu'importe, qu'ils sont responsables de leur vie et donc ils peuvent être responsables du collectif. On fonde la citoyenneté sur les ressources. Et l'impôt, c'est cela. On ponctionne des ressources et c'est comme ça qu'on est citoyen. Eh bien, la cotisation, elle fonde la citoyenneté tout à fait autrement. Elle fonde la citoyenneté sur la contribution reconnue de la participation à la valeur économique. L'impôt, il nous laisse dans l'univers de la ressource, dans l'univers du pouvoir d'achat du salarié, fondamentalement dans la minorité économique. Nous sommes des mineurs économiques, nous avons des ressources, une partie de ces ressources va au bien commun. L'impôt ne nous fait pas sortir du capitalisme. La cotisation sociale nous en fait sortir, puisque elle nous définit comme citoyens, dès lors qu'elle est associée à le droit universel de qualification, elle nous définit comme participants à la production de valeur économique, décidant de la valeur. C'est pas la fin de l'histoire. J'espère que le débat permettra de le montrer. La violence inhérente à la valeur économique, elle est toujours là. Elle s'est déplacée. C'est-à-dire très important qu'elle soit toujours là. Enfin, c'est très important. Enfin, nous n'avons pas d'expérience de société sans pouvoir. Ce qui fait société d'ailleurs, c'est le pouvoir. Donc,
la convention salariale du travail, qui peut se substituer à la convention capitaliste, elle va déplacer le lieu de la violence sociale dans la hiérarchie des qualifications. C'est la hiérarchie des qualifications qui va être l'enjeu de l'affrontement social. Et il faut absolument qu'il y ait un lieu de gestion du pouvoir. Cette espèce de vision idyllique d'une société où tout le monde aurait les mêmes revenus, où nous serions tous, puisque la qualification c'est un droit politique à tous, alors pourquoi pas tous la même qualification? C'est l'idée qu'il peut y avoir une société sans pouvoir. Dans 20 000 ans, ou quand le soleil sera éteint, peut-être, ça je n'en sais rien. Mais en tous les cas, à vue d'homme, à vue d'humain, excusez-moi, la valeur économique, c'est le lieu de l'exercice du pouvoir. Et dans une convention salariale, la hiérarchie des qualifications, la délibération également de l'affectation de l'investissement vont être les lieux du conflit. Et nous ne pouvons pas faire société sans des institutions qui gèrent le lieu du conflit, qui gèrent le conflit. Penser que nous pourrions attribuer à tous un salaire identique, c'est éliminer le pouvoir par la porte, et là il revient par la fenêtre de la pire façon. Les exemples d'Essel et autres le montrent très bien. Donc, et là on est à toute petite échelle, mais imaginez quand c'est des 2000 milliards qui sont en jeu. Nous allons donc en finir avec le marché du travail en créant une cotisation salaire. Ce n'est plus les entreprises qui payeront les salariés, mais ça c'est ce qu'elles font déjà pour la santé, pour la vieillesse. Heureusement que ce n'est pas mon employeur qui paye ma retraite ou mon opération du cœur. Et l'employeur d'ailleurs n'y a pas intérêt, il préfère cotiser et n'avoir pas à assumer les dépenses de santé de ses salariés ou les dépenses de vieillesse de retraités qui peuvent être plus nombreux que les actifs qu'il a actuellement dans son entreprise. Eh bien, nous allons achever le travail qui était si bien commencé par les générations précédentes. Nous allons affecter à la cotisation tout le salaire, non seulement les 45% actuels, mais 100%. Il n'y a plus d'employeurs qui payent leurs salariés. Il y a des entreprises qui affectent 50% de leur valeur ajoutée, puisque c'est à peu près ce qu'il faut si on veut payer à vie les personnes dans une hiérarchie qui démarre à 1 500 € pour tous à 18 ans et qui se termine à 6 000 € à peu près, qui donc honore et généralise l'existant dans ce qu'il a de légitime, je dirais. Encore une fois, le propre de mon propos, c'est pas, je ne suis pas un réformateur social qui construit un univers blanc sur la base d'une analyse du noir de la société. Je suis un analyste de la contradiction dans laquelle nous sommes, dans laquelle le capitalisme est, comme toute organisation sociale, du conflit qu'il y a entre la convention capitaliste de travail et la convention salariale du travail, et comment dénouer ce conflit en passant à la convention salariale. Donc nous allons passer la convention salariale en affectant tout le PIB à la cotisation sociale et en supprimant l'impôt. Donc 50% du PIB pour une cotisation salaire qui ira à des caisses de salaire qui assureront le salaire à vie de tous entre 1 500 et 6 000 €, et aucun revenu ne sera supérieur à 6 000 € net, net d'impôts. Ça représente quasiment 10 000 € aujourd'hui. Je ne suis pas dans l'organisation de la misère. Ceux qui gagnent plus de 10 000 € par mois aujourd'hui, oui, bon, ben d'accord. Enfin, ils sont encore une fois extrêmement peu nombreux et leur départ n'entraînera aucune larme dans la population. Alors, on ne va pas faire ça en un jour. De même que le taux de cotisation est passé de 16%
du salaire brut en 1930, assurance sociale, naissance d'assurance sociale, à 32% en 1945 et à 66% en 1995. Voilà, une progression. Il a augmenté, il a doublé. En 1945, il y a un acte politique de création de la Sécu qui double le taux de cotisation, mais qui ne part pas de rien. Vous voyez, vous aviez déjà les assurances sociales. Faire la révolution, c'est pas n'étant rien devenir tout, comme nous le chantons bêtement dans l'International. Faire la révolution, c'est pousser plus loin un subversif déjà là. Et ensuite, entre 1945 et 1995, on a encore plus que doublé le taux, puisqu'il est passé de 32 à 66%. Notre malheur, c'est notre malheur collectif, qui naît et qui entretient le désespoir dans lequel nous sommes, c'est que ce taux n'a plus bougé depuis. Au nom de la taxation du capital contre celle du travail, etc., etc. Enfin, au nom de toutes les billevesées que nous avons pu inventer depuis. Là, on ne va pas faire ça donc en un jour. On va par exemple, pour poser un acte politique un peu du même genre que l'acte politique de création de la Sécu en 1945, on va dire les cohortes qui ont aujourd'hui entre 18 ans et 37 ans, les 20 premières cohortes, sont payées à vie. Ils entrent dans la logique de la qualification. On leur attribue une qualification, la même pour tous à 18 ans, quel que soit le diplôme. Encore une fois, la qualification, ce n'est pas la certification. Tout le monde à 18 ans a la même qualification, et 1 500 € net. Et ensuite, il y a des épreuves de qualification. Donc entre 18 et 37 ans, si on démarre tout de suite par les 20 premières cohortes, ce qui sera un acte politique majeur, il va falloir une cotisation, parce que tout le monde ne sera pas à la qualification 1, bien sûr. À 37 ans, certains passeront des épreuves de qualification, ils seront à la qualification 3, enfin, etc., etc. Il faut, selon le salaire moyen qu'on veut obtenir, à peu près pour ces 20 années-là, un peu plus de 20% du PIB. Et bien, nous allons créer une cotisation de 20% de la valeur ajoutée des entreprises qui ira à une caisse des salaires. Et les entreprises n'auront pas à payer les gens qu'elles embaucheront entre 18 et 37 ans. Il faut d'ailleurs aller assez vite pour qu'il n'y ait pas un effet d'aubaine qui fait qu'elle n'embauche que des gens de moins de 37 ans. Il y aura donc, enfin, il faut évidemment tout un travail tout ça est à explorer et à peaufiner, mais vous voyez l'idée en tout cas, d'accord. Nous, encore une fois, c'est continuer ce que nous faisons déjà. Les entreprises ne payent pas 45%, l'équivalent de 45% du salaire à leurs salariés. Elles payent une cotisation qui mutualise la valeur ajoutée et qui garantit le fait que leurs salariés auront droit à la santé et à la vieillesse. Pour que les salariés aient droit au salaire, il faut qu'elles ne dépendent pas du chiffre d'affaires des entreprises. Il faut mutualiser les valeurs ajoutées. Une cotisation sociale, une cotisation économique à 30% du PIB, là encore, pour qu'il y ait 600 milliards d'euros, nous avons un investissement tout à fait insuffisant aujourd'hui. On va passer de 400 à 600 milliards d'euros d'investissement, mais là encore, pas par une cotisation de 30%, parce qu'il faut de l'autofinancement. C'est normal que les salariés qui vont être les propriétaires d'usage de leur entreprise puissent définir pour une partie l'investissement. Il ne faut pas qu'il y ait qu'eux qui la définissent, parce que l'entreprise, elle engage autre chose. Elle engage des sous-traitants, elle engage un bassin de main-d'œuvre, elle engage une logique nationale, si c'est une entreprise de flux, ou internationale, elle engage d'autres choses. Donc ça ne peut pas être que les seuls salariés d'entreprise qui décident de l'investissement. Il faut des lieux de délibération plus larges, mais qui ne sont pas forcément à l'échelle nationale, ça peut être à l'échelle locale. Si, encore une fois, si c'est une boulangerie, on va mobiliser la nation pour définir ce que devient la boulangerie, d'accord. Là, mais tout ça sera propriété d'usage, propriété individuelle, c'est une entreprise individuelle. Quelqu'un qui travaille tout seul sera propriétaire tout seul de l'entreprise, bien sûr. Dès lors qu'on est deux, il y a une propriété d'usage collective. Il faut trouver les formes juridiques de cette propriété d'usage. Il n'y a pas que la coopérative, il n'y aura pas que les SCOP, il y aura d'autres types, parce que la SCOP, ça ne convient pas pour EDF. Donc il faudra d'autres types d'inscription juridique des entreprises. Mais vous voyez que, par exemple, 15% de la valeur ajoutée de l'entreprise ira à l'autofinancement, et puis on va créer une cotisation
qui ne sera pas tout de suite de 15%, une cotisation économique, qui va être par exemple de 5%. Et les 5%, 5% du PIB, ça fait quand même déjà 100 milliards. Hein, bon, voilà. Vont aller à l'investissement dans des caisses qui vont décider de l'affectation de ces 100 milliards en fonction des projets d'investissement que présenteront les entreprises, que présentera aussi les organismes publics qui produisent du non-marchand, qui n'ont pas de chiffre d'affaires, qui eux ont besoin donc d'être alimentés par la mutualisation des valeurs ajoutées des lieux marchands, bien sûr. Et on aura comme ça un effet d'apprentissage. Les entreprises verront l'intérêt qu'il y a à payer une cotisation plutôt qu'à rembourser des prêteurs. Et puis on va progressivement supprimer le crédit lucratif. Mais il faut avoir un projet précis de remplacement du crédit par la cotisation économique. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Je Voilà. voulais savoir si tu pouvais nous réexpliquer pourquoi est-ce que la CSG est une taxe et non pas une cotisation. Mais parce que la CSG, elle est assise sur un revenu. La CSG, elle est une ponction sur une première distribution, qui est le salaire direct, d'accord? Et là-dessus, on ponctionne, qui est le salaire direct, les revenus de la propriété, s'agissant de la CSG, les revenus financiers de l'entreprise, si c'est une taxe sur le capital, comme on le préconise, etc. Bon. Nous avons donc une première distribution, d'accord, qui est une ressource, et ensuite une ponction sur cette ressource pour le non-marchand, pour le bien commun, pour ceci, cela. Ça, c'est l'impôt. Ça, c'est la CSG. Ça s'est accompagné d'une baisse du salaire net, la CSG là. La CSG, c'est... Non, mais non. Elle ne pourra maintenant augmenter son taux que par une baisse du salaire net, c'est exact. Mais l'astuce a été de la vendre en remplacement de la cotisation. Pour le moment, elle n'a été créée qu'en remplacement de la cotisation. La cotisation Elle répartit. L'impôt redistribue. Voilà. Alors, Le partage est fait avant, au moment de la répartition, et quand le partage est inégal, soi-disant, ou quand tu veux le modifier, tu le rends équitable. Après coup, tu redistribues. par l'impôt. Quelque chose qui est inégal au départ, tu vas théoriquement le rendre, non pas égal, mais équitable, par la redistribution. Parce que tu poses l'inégalité des ressources comme l'inégalité fondamentale. Alors que l'inégalité fondamentale dont nous crevons actuellement, c'est le fait que nous soyons des mineurs économiques sans aucune prise sur la définition de la valeur. Que nous ayons confié ça, ou que nous continuions à confier ça, ou que nous ayons une croyance tout à fait religieuse dans le fait qu'il faut des sujets économiques, des vrais, qui, eux, décident de la valeur parce qu'ils sont propriétaires lucratifs. Et que nous allons éventuellement les contenir par un pôle public, des choses comme ça, mais pas les supprimer. Le projet de supprimer la propriété lucrative, pourquoi est-ce qu'il n'est pas posé aujourd'hui dans la campagne Mélenchon, par exemple? Et parce que supprimer la propriété lucrative, c'est supprimer aussi son usage populaire. Un des effets les plus pernicieux de la crise, c'est que des gens qui ont des salaires ou des pensions très faibles essayent de s'en tirer en louant à prix d'or des studios qu'ils ont plus ou moins retapés éventuellement. C'est-à-dire vivre de la propriété lucrative. Or, interdire la propriété lucrative, c'est interdire aussi son usage populaire. Ça suppose une sacrée éducation collective pour dire, mais vous avez droit au salaire et non pas le droit de piquer à plus pauvre que vous une partie de la valeur qu'il crée par son travail, au point d'ailleurs de l'empêcher de se loger par ailleurs. C'est supprimer la propriété lucrative, j'y reviens, oui, c'est... alors, définition, propriété, vous avez un lexique dans le bouquin. Un glossaire à la fin. Un glossaire à la fin que je me suis imposé parce qu'il est tout à fait nécessaire. La propriété lucrative, c'est le fait d'avoir un patrimoine qu'on ne consomme pas pour en tirer un revenu.
C'est ça la propriété lucrative. J'ai une maison que je n'habite pas et dont je tire un revenu. J'ai des outils que je n'utilise pas moi-même, c'est un salarié qui l'utilise, j'en tire un revenu. Ça, c'est de la... J'ai des actions que je ne boulotte pas, ou plutôt c'est des actions qui représentent de l'outil de travail que je n'utilise pas moi-même, et j'en tire un revenu. Ça, c'est la propriété lucrative, qui est forcément une ponction sur le travail d'autrui. C'est pour cela que la propriété lucrative est une institution capitaliste fondamentale. Et la propriété d'usage, c'est le fait d'être propriétaire de sa maison, de son outil de travail, mais sans ponctionner de la valeur créée par autrui. Parce que j'habite la maison, où mes enfants en héritent, mais ils en héritent comme propriétaires d'usage, hein, ils ne la transforment pas en immeuble locatif, sinon le taux d'imposition est de 100%, hein, puisque la propriété lucrative est interdite. Mais la propriété d'usage peut être transférée d'une génération à l'autre. Quelqu'un qui construit, je ne sais pas quoi, n'importe quel un outil qu'il utilise, hein, lui, peut parfaitement le transmettre à un enfant qui va l'utiliser également. Hein. Ça, la propriété d'usage au contraire, nous allons la diffuser. La propriété d'usage aujourd'hui, c'est nul. Les locataires doivent rendre l'appartement dans l'état où ils l'ont trouvé. Vous vous rendez compte de la propriété d'usage qu'il y a là-dedans? Aucune. Rien. Et on s'habitue en plus. On s'habitue, c'est dingue. Les salariés n'ont aucune propriété d'usage de leur entreprise. Nous allons donc étendre la propriété, hein, en supprimant la propriété lucrative. La convention salariale du travail, ce n'est pas la fin de la propriété. C'est au contraire son extension maximale. Comment vous allez déterminer les qualifications? Ben, ce n'est pas moi qui les déterminerai, justement. Hein. Nous avons déjà des institutions de ce genre. Les conventions collectives qualifient des postes avec des critères. Pourquoi pas utiliser ces critères pour qualifier des personnes et non pas des postes? Sauf qu'elles sont en train d'être presque toutes dénoncées. Alors, Plusieurs sont en train d'être Alors, dénoncées. elles sont dénoncées parce que, je l'ai dit, la qualification est anticapitaliste. Et même si c'est celle du poste, c'est encore de trop. Elles sont souvent mal définies, les qualifications dans les conventions collectives, et ce qui les rend difficiles d'application aussi. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là aussi. Oui, mais enfin, il y a quand même des lieux où le travail a été fait de façon déjà très élaborée. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Oui, mais bien sûr. Mais écoutez, encore une fois, se libérer de ses maîtres, ça ouvre effectivement un espace des possibles qui laisse un peu indécis. Oui. Est-ce que nous voulons faire le pas de nous libérer de nos maîtres? Voilà, c'est ça la question. Ensuite, ça va poser des tas de questions, des tas d'emmerdements et des tas de conflits. Ok. Est-ce que nous voulons faire ce pas? Je vous demandais plus de détails sur la notion de qualification, comment ça va être déterminé. C'était plutôt ça en fait. Et après, quelle hiérarchie, pourquoi une hiérarchie et comment dans ces qualifications? Ça va être le conflit du pouvoir par excellence. Si je peux me permettre un essai de réponse, tu me corrigeras. En réalité, prenons quelque chose d'absolument factuel, empirique. Ce que propose Bernard Friot, je suis dirigeant d'une toute petite entreprise, une librairie avec 4-5 employés, voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'il me dit à moi et à des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui sont dans le même cas? Vous ne payez plus le salaire de vos employés à la fin du mois. C'est-à-dire qu'ils nous enlèvent l'essentiel de notre souci. La vie est belle. À partir de ce moment-là, ceux qui ne sont pas dans cette situation ne peuvent pas comprendre, mais tous ceux qui sont commerçants et qui ont des employés, là, tout d'un coup, y compris le mien, je n'ai plus à le payer. Faire plus à le payer. tous les mois, c'est énorme. Je paye 50% de la... je sais très bien ce que c'est que la valeur ajoutée, puisqu'il y a la TVA. Je paye 50%. Voilà. Donc ça, c'est le changement concret aujourd'hui. À la limite, et moi j'irai plus loin que toi, on généralise, c'est pas par cohorte ou autre.
À la limite, au départ, je dis bien au départ, parce qu'on est dans un mouvement, il y a une inertie, mais il y a on ne change rien d'autre. C'est-à-dire on ne change strictement rien d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que c'est révolutionnaire. C'est parce que on n'a pas besoin de faire la révolution avant. C'est quelque chose qui, du point de vue macroéconomique, est tout à fait réalisable. On vous a donné les chiffres en gros, etc. Je change que ça. Je change que ça, c'est énorme pour toutes les raisons qu'on a dites, mais évidemment, on n'a pas résolu tous les problèmes sociaux, les conflits, etc. Mais on a fait déjà un pas en avant qui va permettre de commencer à avancer, justement. Et ce pas en avant, il est colossal, puisqu'il en entraîne beaucoup d'autres. Mais pour en revenir à la question que vous posiez à l'instant, ça veut dire qu'on ne va pas changer la hiérarchie dans l'entreprise. Elle va évoluer évidemment de plus en plus, parce que les rapports sociaux, à partir de ce bouleversement, vont forcément être modifiés, puisqu'il n'y a plus l'emploi, il n'y a plus le système de pouvoir social à l'intérieur est progressivement redistribué automatiquement. Mais tous les systèmes, on a dit que quand on est passé au droit, parce qu'il s'agit d'un droit que revendique Bernard, au droit de vote, il n'y avait pas les partis et les choses comme ça. Au départ, ça s'est construit relativement rapidement. Mais là, on a déjà tout un existant, les conventions, les syndicats, tous les systèmes qui, socialement, organisent nos rapports, où nous délibérons, où nous organisons assez spontanément des hiérarchies, des niveaux de salaire, des choses comme ça, avec des conflits, évidemment. C'est ce qu'il dit, il y a des pouvoirs. Ça ne va pas être résolu par le problème. D'ailleurs, c'est insoluble, ce sera toujours le cas à partir du moment où on est dans un rapport de pouvoir. Donc, régler les problèmes de hiérarchie, de qualification, etc. Ça va être un débat qui va se poursuivre à partir d'une situation complètement transformée par le fait qu'il n'y a plus l'emploi et que ça va être largement plus, comme on dit, démocratique, ou en tout cas la délibération va impliquer beaucoup de gens là-dedans et pas le seul pouvoir du détenteur du capital. C'est la différence. Sur les syndicats pour faire ce travail. Par exemple, bien sûr. Mais après, avec tout ce qui va être engendré. Dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Attendez, les syndicats dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, ce n'est pas, encore une fois, quelque chose d'inéluctable et qui ne pourra pas bouger. Des syndicats qui s'empareraient, c'est évidemment mon désir, de l'idée, non pas plein emploi, mais pleine qualification. Qui s'emparerait non pas de taxons le capital, mais créant une cotisation économique, vont en même temps se revitaliser. Parce qu'ils vont avoir un écho tout autre que le profond scepticisme et qu'engendre des échecs répétés à se battre pour le maintien de l'emploi, pour trouver des repreneurs. C'est quand même un beau nom, un repreneur, un type qui va vraiment tout nous prendre. Il n'y a plus d'employeurs. C'est un point essentiel qui transforme complètement le rapport, y compris à l'intérieur de l'entreprise. Vous me dites, vous resteriez employeur et on vous fournirait... Non, mais non, justement pas. Il n'est plus employeur, il est chef d'entreprise parce que il a une passion pour... chef d'entreprise, ça donnerait une qualification. Alors voilà, c'est ça qui va être l'objet d'un débat. Est-ce qu'il est payé 2 fois plus que... Mais déjà dans les coopératives, vous avez ce débat. Ça existe déjà, d'accord? Il n'y a rien à inventer là. C'est pas un bouleversement. Là où il y a une négociation. C'est un bouleversement dans les mentalités. Y compris dans des grandes structures. Hein, je prends la SNCF, 150 000 personnes. On est dans un rapport de 1 à 4. Voilà. Je propose de le généraliser. Pas de 1 à 30 comme le Front de gauche, d'accord? Pas comme. Je lis l'UMA tous les jours, je tombe sur un titre. Au-delà de 300 000 euros par an, on prend tout. Le beau mot d'ordre. C'était 50 000 à l'époque de marché, c'était des francs. Comment voulez-vous mobiliser une population, sauf à nous prendre pour des cons, en disant 75% au-delà de je ne sais plus combien, 1 million en plus même. Bon. Alors voilà, le Front de gauche, c'est Monsieur Plus de la social-démocratie. Ah, il dit 75% 1 million, moi je dis tout à 300 000. Allez, on s'en sort pas. On ne sent. Et je suis Front de gauche. D'accord, je voterai Mélenchon, j'appelle à voter Mélenchon. D'accord, c'est clair. Mais on ne peut pas s'en sortir avec ces machins. Il faut passer à autre chose. Et nous le pouvons puisque nous avons tous les outils pour le faire. Vous allez dire ça. J'aurais une question, moi, enfin 3 questions en fait, désolé. La première concerne le statut de la rente finalement dans le système que vous proposez, puisqu'on voit très bien ce que devient le profit, mais le profit c'est précisément ce qui est tiré, comme vous l'avez dit, de l'exploitation du
travail abstrait, de la valeur économique, mais dans le cadre d'une rente, il n'y a pas ce médium du travail, puisque la rente, ça s'assoit finalement sur un terrain, sur un appartement, pour reprendre. Donc, en gros, quand on passe dans ce système, est-ce qu'on accepte de ponctionner une partie de la cotisation pour payer des rentes, ou bien est-ce qu'on supprime les rentes? C'est-à-dire que les personnes qui sont propriétaires d'un appartement ne sont du jour au lendemain, ne peuvent plus être propriétaires, en tout cas ne peuvent plus en tirer un loyer. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première. La deuxième, elle concerne concrètement dans l'entreprise, puisqu'on n'a plus parlé d'employeur, mais de chef d'entreprise. Je vais prendre un exemple très simple. Qui a le pouvoir de licenciement? Alors, Deuxième question. Voilà. La troisième, c'est un niveau agrégé, parce que ce qui semble se dessiner lorsque vous liez le poste au grade dans la fonction publique avec un fonctionnaire qui est propriétaire, entre guillemets, de sa qualification, c'est qu'en gros, cette personne n'est jamais licenciée, ne se retrouve jamais au chômage, puisque vous avez dit que c'est la fin du chômage. Ah bah oui, puisqu'il n'y a plus d'emploi. Voilà, mais je m'explique. Par exemple, prenons une qualification de professeur d'histoire-géographie dans le secondaire. On sait que les besoins de la société vont être de, je dis un chiffre, excusez-moi, 300 000 postes, mais voilà, il y a une génération où il y a 50 000 étudiants qui veulent devenir professeurs, qui passent le concours. Alors, reste à savoir s'il y aura encore une sorte de numerus clausus ou pas, parce que ça, c'est des questions importantes. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens surnuméraires par rapport aux besoins de la société? Sur quels critères on leur dit, ben non, pas toi. Donc on maintient le système de concours avec des postes, donc tout le monde ne pourra pas avoir la qualification qu'il espère, mais ça ne sera pas lié à ses mérites individuels et à sa qualification réelle, mais uniquement à un numerus clausus. Dans ce cas, c'est une délibération politique. Enfin voilà, ce sont ces questions-là qui m'ont sur lesquelles j'aimerais avoir des réponses. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais prononcé le mot rente, je n'ai pas fait de distinction entre rente et profit, et que c'est tout à fait, effectivement, c'est discutable. Mais évidemment, et je l'ai dit d'ailleurs, on ne peut pas tirer un revenu d'un patrimoine. Quand j'ai parlé d'usage populaire de la propriété lucrative, c'est par exemple, on achète un appartement à 100 000 euros et on le vend à 200 000 5 ans plus tard. Bon. Ça, c'est impossible. Parce que la suppression de la propriété lucrative est totale ou rien. On ne peut pas tolérer un usage populaire alors qu'on supprime son usage à l'échelle de l'entreprise. Il faut totalement socialiser le logement. Il n'y aura plus personne qui sera propriétaire de son logement. Et pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas être propriétaire? Mais parce qu'il y a bien des gens, sinon on a le droit de le céder, le bien dont on est propriétaire. Bien sûr, vous pouvez le céder. Vous pouvez le céder. On en tire une valeur d'échange au moment où on renonce. Oui, mais sans plus-value. Sans aucune plus-value. C'est le truc. Ouais, mais il faudra, il y a quand même un système d'évaluation, de fait qu'il va falloir mettre On évalue, bien sûr, mais ça, on sait faire. Oui, en réalité, on sait le faire. On pose des problèmes qu'on gère déjà aujourd'hui. Mais attendez, je vais vous donner un exemple très simple. Jusqu'à il y a peu de temps, il fallait être propriétaire pendant 22 ans de sa maison avant de pouvoir la vendre sans ponction de la plus-value. Sinon, si on la vendait avant 22 ans, il y avait ponction de la plus-value par l'impôt. On sait donc calculer la plus-value. Bon, oui, donc là, il s'agit... Je pense qu'il évoque le fait qu'il y a une revalorisation. Mais là, c'est un problème. Non, mais ça, on le sait faire. Oui, c'est ça, tout ça, on sait faire. Tout ça, on le fait en réalité depuis toujours. Donc, bien sûr qu'il faut... il y a une inflation, quoi. Bien sûr que la possibilité de cession fait partie de la propriété d'usage. Hein, évidemment. Mais sans plus-value. Ce serait une fixation du prix à équivalence du droit d'usage de l'appartement. Alors moi, voilà, vous posez des questions qui vont se poser, hein, je suis d'accord, et je ne suis pas compétent pour y répondre, mais voilà les questions qu'effectivement que ça pose. Encore une fois, et je pense, enfin, oui, parce que je me heurte souvent dans les débats, enfin c'est à propos des retraites, parce que là je démarre les débats à propos de l'enjeu du salaire, donc je ne me rends pas bien compte, mais merci d'ailleurs d'être celui qui initie ces débats, puisque c'est chez toi que ça se passe pour la première fois. Le bouquin étant sorti hier, toutes ces questions-là sont légitimes, dès lors qu'elles ne sont pas
et je ne vise pas du tout ceux qui les ont posés, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais parce que j'ai ce genre d'interlocuteurs, dès lors qu'ils ne sont pas un prétexte pour rester là où on est, en disant on ne pourra pas. On ne saura pas faire, et puis on ne pourra pas parce qu'il y a l'Europe, parce qu'il y a l'OMC, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a je ne sais trop quoi encore. Si nous ne sommes pas dans une question préjudicielle, disons, qui en quelque sorte est un paravent pour ne pas bouger, toutes les questions là sont légitimes, c'est clair. Elles se poseront, ça bien sûr. Hein. Et avec des conflits. Et je n'ai pas les réponses, d'accord? Sauf quelques-unes, parce que c'est dans mon champ. Si c'est sur la sécu, j'ai des réponses, mais sur le fonctionnement de l'entreprise, j'ai vraiment pas de réponse, parce que j'ai pas d'expérience majeure, ni de travaux scientifiques que j'ai menés ou que je connaisse bien sur la question. Mais ce bouquin, comme le précédent, en demeurant, c'est de dire, mais est-ce que tu veux faire le pas? Le pas, il est là, il est possible. Est-ce que tu veux le faire? Voilà. Mais je suis entièrement d'accord que tout va se poser. Deuxième question, qui a le pouvoir de licencier? Alors oui, le licenciement va rester. Hein. Sinon, nous sommes dans le paternalisme d'entreprise qui a fait crever l'URSS. Parce qu'une fois que la médiocrité est quelque part, elle n'en bouge plus. Donc, bien sûr que celui qui entre dans un collectif va passer un contrat avec le collectif. Et s'il ne fait pas l'affaire, il partira avec licencié. Mais vous voyez que le mot, peut-être on changera le mot, il est tellement chargé qu'il serait peut-être bon de le changer, ce mot-là. Hein. Mais enfin, on changera la chose en tout cas, puisqu'il partira avec sa qualification, elle est irrévocable. Il partira avec son salaire, il est à vie de toute façon. Il peut tuer père et mère, il est toujours payé. Puisque c'est un droit politique attaché à la personne de 18 ans à la mort. Mais s'il veut exercer son désir de produire de la valeur d'usage, il faudra bien qu'il s'intègre à un collectif. Donc qu'il ne montre pas de blanche de toute façon, d'une façon ou d'une autre, et qu'il fasse l'affaire. Cela dit, symétriquement, il faudra aussi que les entreprises soient attractives, puisqu'elles ne pourront pas jouer sur le chantage à l'emploi, ne pourront pas exploiter la misère. Donc là, on va avoir... Oui. Je pense que la question qui est sous-jacente et qui est assez spontanée, c'est de dire, là, on est en train de redéfinir les conditions d'un rapport et d'un équilibre. Il va falloir le rétablir, parce que tu viens de poser le fait qu'effectivement, on ne perd pas son emploi puisqu'il n'y a pas d'emploi, donc on conserve son salaire puisque c'est un droit. Mais évidemment, il y a l'immense question des abus, c'est-à-dire celui qui ne va en aucune manière faire usage du droit politique acquis de participer à la production et qui va continuer en dépit de tout, qui pourrait profiter de cette situation. Donc évidemment, c'est la question sous-jacente. Hein, celui-là prend le risque d'être à 1500 € toute sa vie. Oui, est-ce qu'on ne recrée pas une forme de rentier, comme on a des rentiers tirés de l'action, etc. Là, ce serait quelque part des rentiers du niveau de son qualification. Alors, écoutez, excusez-moi, mais celui qui a 1500 € à vie, il est beaucoup moins coûteux que le chômeur dont les enfants échouent à l'école et qui, à 7-8 ans, vont mobiliser une armée de travailleurs sociaux pour, etc., etc. La fonction publique qui conserve ce qu'on appelle les je sais pas quoi, moi, les canards boiteux, je sais pas quoi, ça coûte infiniment moins cher de continuer à payer quelqu'un que de le mettre dans une situation telle que les coûts sociaux induits de son chômage vont être énormes. Mais énormes. J'ai une femme qui est psychiatre d'enfants, c'est tout à fait considérable. Donc, mais heureusement que les gens vont avoir 1500 € de toute façon pour vivre. Ce sera beaucoup moins coûteux socialement qu'une situation où ils ne l'ont pas. Oui, là tu précises quand même une question, enfin tu donnes une réponse à une question qui était aussi sous-jacente à ce qui était dit, c'est-à-dire que à partir du moment où je quitte une entreprise, un groupe, quelle qu'en soit la raison, parce qu'il y a aussi, il peut y avoir toutes sortes de raisons, je peux le faire volontairement, mais bon, admettons que je le fasse sans
me remettre au travail ailleurs, je dis bien au travail et pas à l'emploi. La question, ça veut dire, puisque mon salaire est dépendant de ma qualification, tu sous-entends en évoquant les 1500 euros que je régresse au niveau de la qualification de base dans cette période-là. Ah non, 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 non. Chacun. Non, mais je dis pas ça, je dis... La qualification, Voilà. il y a un effet de cliquet. Oui. Enfin, me semble-t-il. Ensuite, bon, bah, la délibération politique. Oui, c'est ça. Après, ça pose des tas de questions. Ça existe aussi aujourd'hui. Vous savez, dans les collectivités locales, les agents des cadres qui peuvent justement être remis en cause, parce qu'un secrétaire général de mairie peut être remis en cause à la suite d'une élection et d'un changement de couleur, et repris par c'est le CNFPT, le Centre national de la fonction publique, qui le garde jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle affectation. Et donc c'est bien ce système-là. Par contre, l'effet, des fois, qualification qui est trop cliquet. Pour le moment, je suis cette position radicale. C'est tout un champ de débat et de délibération futures qui va être ouvert. Qui va être ouvert. Peut-être. Mais jusqu'à présent, oui, c'est ça. Bon, on aura déjà bien avancé quand on en sera là. Alors, maîtrise, comment orienter les flux, etc. C'est là qu'il faut une maîtrise de la création monétaire. À l'heure actuelle, la création monétaire, c'est-à-dire l'anticipation de la valeur nouvelle créée, hein, vous avez la monnaie en circulation qui permet d'assumer la création de valeur actuelle, et puis il faut créer de la monnaie pour anticiper une création nouvelle. Aujourd'hui, c'est par crédit bancaire, par anticipation du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse. Là, nous sommes dans une logique de la Convention capitaliste du travail, il y a un crédit, et c'est la valeur de la marchandise qui est, c'est-à-dire le temps de travail nécessaire à la production, etc., qui est la mesure de la création monétaire. Évidemment que si nous voulons changer le sens de la valeur économique, la création monétaire doit également changer d'occasion. Chaque fois que l'on crée une qualification nouvelle, soit que quelqu'un arrive à 18 ans, soit que quelqu'un monte en qualification au cours de sa vie, on crée la monnaie correspondante. C'est une façon d'anticiper la valeur nouvelle, puisque la qualification... et là, ça pose autrement qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, par exemple, la question de la mobilité. Je ne réponds peut-être pas exactement à votre question. Aujourd'hui, dans la fonction publique, certes, chacun est titulaire de son grade, ce qui est un très gros progrès, mais la possibilité d'en changer peut être extrêmement faible parce que vous avez 200 postes pour 30 000 candidats ou je ne sais pas quoi. Bon. Et pourquoi? Mais parce que dans le capital, l'impôt étant posé comme illégitime en permanence, hein, puisque ce sont des non-marchandises qui produisent du non-marchand, si vous n'avez pas, et vous n'avez pas en général, hein, un État qui impose une augmentation massive de l'impôt, la capacité qu'a l'État de construire un cylindre hiérarchique et non pas une pyramide hiérarchique, de hiérarchie des grades, est très faible. Et du coup, vous allez avoir effectivement des phénomènes de faible mobilité professionnelle parce qu'il n'y a pas maîtrise de la valeur économique par l'État. Il ne maîtrise pas la valeur économique. Et entre autres, il ne maîtrise pas la création monétaire, mais pas du tout. En plus, depuis moins que jamais. Un certain nombre d'années, il a décidé qu'il ne la maîtriserait jamais. Bon, donc, et même qu'on inscrirait dans la Constitution le fait qu'il ne la maîtrise pas, enfin, etc., etc. Je ne suis pas pour que l'État maîtrise la création monétaire. Hein. Mon projet, c'est pas plus d'État. Hein. On a assez d'État. Hein.
nos vies sont suffisamment inscrites dans l'appareil d'État. Hein. On a assez d'appareils d'État. En revanche, on n'a pas assez de biens communs. On n'a pas assez si on appelle État l'organisation du bien commun, on n'a pas assez d'État, bien sûr. Mais quand on demande plus de régulation d'État, c'est qu'on veut plus d'appareils d'État. Ça, moi, je veux moins d'appareils d'État. Hein. On a un appareil d'État monstrueux aujourd'hui au service de notre servitude. Bon, donc, c'est pas la question. Il faut peut-être rappeler que ce n'est plus à l'État, ce n'est plus de l'État que dépendra justement l'aspect redistributif, puisque ce sera de la répartition dès le départ, gérée par des caisses, comme elles existent déjà, donc il n'y a rien à inventer, qui sont gérées paritairement. Voilà, donc le gros intérêt de la sécurité sociale... Non mais ça c'est l'État qui est derrière les caisses depuis 61, 67, le non-renouvellement à partir des élections de 83, le non-renouvellement, ils ont été élus pour 12 ans, ces gens-là, et puis l'étatisation complète par Juppé en 96. Donc vous avez eu toute une évolution qui a fait disparaître une innovation extrêmement intéressante. De 47 à 67, avant que De Gaulle... Il faut arrêter hein, avec le Saint de Gaulle à l'origine de tout ce qui est bien dans notre pays. Il faut arrêter avec ce baratin absolu. Hein. La Sécu, elle a été construite contre lui. Hein. C'est pas le père de la Sécu, elle a été construite contre lui. Une petite parenthèse, parce qu'il faut quand même en finir avec la réécriture de l'histoire insolente dans laquelle nous sommes et qui fait partie aussi de notre désespoir collectif. Les ordonnances de 1945 sont imposées à De Gaulle, comme l'est le CNR. N'oublions pas qu'il y a une résistance extérieure, une résistance intérieure. De Gaulle essaye de récupérer la résistance intérieure, et en particulier la résistance communiste, etc., etc. Le CNR ne lui convient pas du tout. Hein. Il démissionne. Donc les ordonnances de 1945, il n'y est pour rien, premièrement. Deuxièmement, il démissionne le 2 ou 3 janvier 1946. Il n'y a encore rien de la Sécu. La Sécu, elle est constituée les caisses de Sécu, etc. Elles sont constituées au premier semestre 1946, à l'initiative d'un ministre communiste, Ambroise Croizat, avec une mobilisation de la CGT, que je sache, puisque la CFTC est contre les ordonnances de 1945. Contre, je dis bien contre. Il faut le rappeler de temps en temps à la CFDT. Bon. De Gaulle sera un adversaire résolu de la sécurité sociale. Quand il revient au pouvoir, il fout en l'air, il recule les élections, qui devaient avoir lieu en 60, elles ont lieu en 62, malgré lui, et il les supprime en 67, pour confier au patronat la gestion du dispositif. Donc, nous avons un adversaire résolu de la sécurité sociale. Dans ta série, il y a aussi les ordonnances dites scélérates de 62 sur la sécurité sociale. Non, c'est 67. Il faut 3 mois de salaire pour être payé non plus. Non, mais ça, c'est pas les ordonnances, ça, c'est des règlements, oui, d'accord. Oui. Mais en 61, il supprime l'élection des directeurs de caisse qui étaient élus, ce qui montrait que nous avions c'était ni l'État ni le marché. Alors que les capitales, il nous inscrit dans ce binôme État-marché. Le salaire, il nous fait sortir de cette affaire. Et les expériences de démocratie sociale, en tout cas, nous avions des élections sociales qui étaient des événements politiques majeurs. L'élection de 47, celle de 50, qui a lieu en 50 parce que la Sécu existait depuis 45. Donc il y a une élection en 47, puis en 50, puis en 55, celle de 60 n'a pas lieu parce que De Gaulle est revenu au pouvoir et donc il l'évite. Il n'arrive pas à l'éviter entièrement, mais en 61, il fait des décrets qui modifient complètement la logique de l'institution, et en 67, il détruit le truc. Mais, enfin, il détruit, encore une fois, non, je ne voudrais pas dire ça parce que je refuse le vocabulaire misérabiliste qui nous pose comme ayant perdu. La Sécu, c'est une institution qui est florissante, et malgré les coups que lui a portés De Gaulle, elle existe toujours. Hein. Pourquoi est-ce que j'étais pas dans une diatribe anti-gaulliste parce qu'il faut... Non, parce qu'on a évoqué le problème de plus ou moins d'État. Oui, c'est ça. Donc c'est pas le problème de plus d'État, hein. En tout cas de plus d'appareils d'État. Hein. C'est le problème de plus de biens communs
qui s'exprime dans de la propriété d'usage, qui a des formes juridiques extrêmement diverses. Et donc, Non, ben non. Oui, on a répondu, mais il y a peut-être d'autres questions. Non, là, on a répondu. J'ai une dernière question, si vous voulez bien. Alors, vous avez évoqué le concept de patrimoine lucratif, enfin, donc... de propriété. Pardon, oui, ou le patrimoine président, voilà, les deux sont donc, bons. qui est effectivement mis à la corbeille. On a aussi donc l'impôt qui est mis à la corbeille. On n'a pas évoqué la notion de performance. Alors, ce ne sera pas la performance à l'emploi ou au poste, puisque par exemple ça n'existe plus non plus, mais est-ce qu'on aura encore une performance dans la qualification? Et si oui, comment est-ce qu'on l'entretiendra? Ou est-ce que c'est aussi ce concept-là va de pair avec le reste à la corbeille? Non, non, bien sûr, mais les progrès en qualification reposeront sur des épreuves de qualification qui mesureront, mais autrement que par le temps de travail, la réduction du temps de travail. Vous mesurez une progression dans la qualification, mais si je suis moins performant à mon niveau de qualification, mais pas suffisamment performant pour progresser à la qualification supérieure, comment je fais? Oui, mais là, vous associez deux choses qui Moins ne sont pas performant, forcément vous voulez associées. dire, Oui, attendez, performance et qualification, Non, mais si, c'est connoté quand même assez différemment. Non, mais écoutez, moi je répondrai par le pudding. Je trouve que je pense pas que la SNCF ait été moins performante lorsqu'elle était. Elle l'est encore très largement. Toutefois, ne disons pas que tout est foutu, ça n'est pas vrai. Hein. Lorsque elle relève pratiquement d'une logique de la qualification à vie, d'accord, avec une progression régulière de la carrière, elle n'était pas moins performante que depuis qu'on inscrit dans un new management public des trucs qui démobilisent les personnels, qui font que le service public est plutôt en plus mauvais état depuis qu'on introduit cette conception-là de la performance, alors que la logique salariale a bien produit de la performance. Enfin, pour le pire, peut-être s'agissant de notre appareil nucléaire, mais enfin, c'est tout à fait performant. Si on s'exprime en termes d'outils industriels, de systèmes de logistique, enfin, c'est surprenant, notre appareil nucléaire. Bon, alors, au service d'une valeur d'usage qu'on peut discuter, hein, mais je veux dire qu'en termes de performance, nous avons prouvé qu'une logique salariale vaut bien la logique de la logique capitaliste. Et vous faites une différence entre performance et productivité? Mais là, vous m'introduisez encore une fois sur un terrain qui n'est pas vraiment le mien, donc j'ai un peu quelques difficultés. On peut avoir de la productivité une toute autre mesure que le fait de réduire le temps de travail par unité produite. Et le fait de faire du chiffre, comme on dit. Hein. On voit d'ailleurs très bien qu'aujourd'hui, faire du chiffre, c'est tout à fait contre-productif sur le fond. Donc on peut avoir de la productivité, une autre mesure, et on a déjà une autre mesure. Moi, si vous voulez, moi j'estime que ma carrière a été productive. Bon, ça peut se discuter. J'ai mis 18 ans pour faire ma thèse d'État au demeurant, enfin 18 ans, d'accord. J'ai été muet pendant 10 ans, muet. Je ne suis pas du genre muet, d'accord. Je bégayais dans mon labo. Pourquoi? Parce que le matériel que j'examinais pour ma thèse foutait en l'air toutes les hypothèses avec lesquelles je l'avais abordé. Et je ne savais pas comment m'en tirer. Si j'avais été dans la logique actuelle de la performance, c'est-à-dire bibliométrie, thèse en 4 ans, j'aurais fait ce que vont faire ou font de plus en plus de doctorants, de la rhétorique. J'aurais ajusté mon matériel à mon corps d'hypothèse. Et c'est toujours possible, ça. Et éventuellement, le jury n'y va que du feu. On le voit, mais voilà, on laisse faire. C'est parce que il n'y avait pas de bibliométrie, parce que j'étais fonctionnaire et que j'ai pu ne rien produire pendant 10 ans, que j'ai été productif. C'est-à-dire qu'un jour,
Excusez-moi, je vais être ému. Parce que là, je suis dans le cœur de... Je mets ma vie sur la table, c'est un peu idiot, mais enfin voilà, je le fais, je l'ai fait, tant pis, allons au bout. Un jour, j'ai trouvé comment un corps théorique pouvait rendre compte de mon matériel. J'ai été fidèle à mon matériel. Mais ça, c'est parce que nous n'étions pas dans cette conception de la performance du new management public que l'on impose aujourd'hui à la recherche et qui n'aura des résultats que catastrophiques à mon sens. Pas seulement la recherche. Oui, mais enfin, je prends cet exemple-là parce que c'est le mien. Il y a un jeune homme qui veut poser une question là-bas. Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous dites. C'est vraiment très intéressant. J'avais déjà lu le livre précédent. Et vraiment, enfin, bon, c'est toujours embarrassant de remercier quelqu'un, mais... Mais merci, non, moi, n'hésitez pas à me remercier, j'en ai besoin. Non, j'en ai besoin parce que je m'expose, d'accord, pas uniquement, effectivement, comme je viens de le faire là dans la minute précédente, mais je m'expose, d'accord. Donc, j'ai besoin aussi que c'est pas avec plaisir. Donc, alors, pas... non, ma question concernait plutôt bon, un problème... Enfin, un problème que le capitalisme nous impose à tous, c'est qu'il nous envoie un peu tous à la catastrophe écologique aussi. Et je voudrais savoir en fait si donc le dépassement possible du capitalisme via le salaire garanti et tout ce dont vous avez parlé peut s'inscrire par exemple dans un mouvement pour la décroissance, j'entends du PIB, etc., mais dans une croissance du bien-être et de tout plein de choses. Mais bien sûr, c'est-à-dire que là, Enfin, vous l'avez déjà introduit tout à l'heure en disant que les retraités travaillent beaucoup, par exemple, en s'occupant de leurs petits-enfants et de leur potager, ou je sais pas. Voilà, c'est-à-dire que mais encore une fois, partons du réel. Hein. Si notre pays, enfin pas le nôtre, mais si le PIB allemand est l'équivalent encore, ça va peut-être bouger d'ailleurs, du PIB chinois, c'est pas parce que les 80 millions d'Allemands produisent autant que les 1,3 milliard de Chinois. Les valeurs d'usage qu'ils produisent sont infiniment inférieures, bien sûr. Sauf que dans les pays capitalistes développés, et c'est quand même intéressant de le signaler, encore une fois, hein, le capitalisme, c'est pas un système qui se reproduit à une broyeuse totalitaire dont on pourrait sortir par le grand soir ou ne jamais sortir dans une alternative absurde. Hein. Les pays capitalistes développés ont introduit, alors là il faudrait faire l'historique, et là il faut quand même que je vende mes bouquins, ce sera le prochain celui-là, c'est Puissance du salariat en septembre prochain, qui est la réédition d'un bouquin ancien avec des chapitres ajoutés, pour ceux qui, les rares qui l'auraient peut-être acheté il y a 10 ans, le Puissance du salariat, où là je le montre en détail, mais là bon, je ne le fais pas ici, il se trouve que nous attribuons de la valeur économique, hein, à des valeurs d'usage qui jusqu'ici n'avaient pas de valeur. Mais nous ne produisons pas davantage. Nous n'augmentons pas l'empreinte écologique. Mais on gardera l'indicateur du PIB. Est-ce qu'on gardera... Mais pourquoi pas le PIB, puisque le PIB, c'est déjà pour un tiers du non-marchand produit par des non-marchandises. C'est-à-dire quelque chose qui échappe à la logique du capital. Oui, mais dans les 2 tiers restants, il y a les 2 tiers des temps, je propose. Mais non, oui, non, mais d'accord. Mais la condition, c'est ce que je disais dès le départ. C'était la première phrase. Je ne me souviens plus, mais enfin, c'est dès le départ. La condition pour que nous changions le travail concret, c'est que nous changions la mesure de la valeur. Et donc, alors, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce qu'on peut rester con. Moi, encore une fois, je ne crois pas au peuple vertueux. Donc, il est tout à fait possible que, nous étant pourtant libérés de nos maîtres et maîtrisant la valeur économique, nous considérions qu'un kilomètre d'autoroute, c'est mieux que du lien social. C'est possible. Ça, moi, je ne peux pas en décider, d'accord. Mais en tous les cas, nous aurons les institutions qui permettront d'en délibérer. Il y a plusieurs questions. Bon, d'abord, là-bas. Je ne veux pas répondre à la place de Bernard à la question sur l'écologie, mais au contraire, je reprends une petite mise en garde très salubre, il me semble, de Bernard tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des questions préjudicielles qu'il vaut mieux éviter si on veut avancer, parce qu'il y a des questions ou il y a des problématiques qu'on pose pour que rien ne bouge, pour qu'il n'y ait pas de solution. Donc, à propos de l'écologie,
S'il s'agit de protéger notre environnement, moi je connais personne qui est maso et qui se couche sous les voitures en respirant avec des véhicules d'échappement. J'en ai jamais rencontré. Donc ces causes-là, ces causes où tout le monde est d'accord, ne sont pas des causes politiques, premièrement. Deuxièmement, si c'est pour protéger mon environnement, votre environnement, notre environnement, moi je suis partant, il y a de quoi faire. Si c'est pour protéger la nature, comme on l'entend dans le discours écologique, il est là le préjudiciel. Alors là, on ne peut plus rien faire. Dès que l'homme bouge, il pollue la planète, etc. Il paraît même que dès le néolithique, c'était déjà la catastrophe quand on écoute la deep écologie. C'est-à-dire déjà le fait de déstabiliser l'agriculteur, on a trahi les grands nomades chasseurs. Bon, vous voyez où on va. Donc si c'est pour protéger l'environnement, je finirai sur un exemple pour être très concret. Si on me demande de signer une pétition, si vous me demandez une pétition, pour interdire qu'il y ait un parking de McDo là où il y avait une chapelle romane dans un champ de blé, je signe tout de suite. Pas tout à fait idiot, mais pas pour protéger la nature. Je protège de la sueur humaine, je protège une chapelle romane, je protège un champ de blé. Croyez-moi, ça demande de la sueur, les deux. Oui, alors il y avait une autre... Dominique, je suis d'accord avec toi à l'agressivité vis-à-vis de notre interlocuteur qui pose une question parfaitement légitime. Oui. On peut donner le meilleur comme le pire. Voilà, oui, je suis d'accord. Non, mais la question... je suis d'accord avec toi, mais la question sur la décroissance est une question tout à fait réelle. C'est-à-dire que dans le PIB actuel, bon, j'ai pas fait le compte, mais on sait tous qu'il y a énormément de valeurs économiques dont la valeur d'usage est négative. C'est une convention communautaire. Donc il s'agit, si on change la convention de valeur, de n'attribuer aucune valeur à ces valeurs d'usage négatives. Mais ça ne veut pas dire que le PIB va baisser. C'est ça la question. Si on le déplace vers la reconnaissance de valeur à j'ai donné les soins infirmiers dans les années 50, l'accompagnement des mourants dans les années 90, mais tout et n'importe quoi, je veux dire. Le fait, effectivement, pour les retraités d'être avec leurs petits-enfants, en étant payés, avec un salaire à vie, tout cela déplace la convention de travail, déplace ce que nous appelons travail. C'est pour ça que c'est tellement important de poser que dans un salaire à vie, les retraités travaillent. Ce n'est pas des actifs sociaux, comme je l'ai vu dans l'Humain, avec un dossier de 4 pages pour nous dire que c'est des actifs sociaux. Dès qu'on ajoute le mot social, il y a un petit danger. Non, c'est des actifs tout court, c'est-à-dire que ce sont des gens qui produisent de la valeur mesurée autrement et qui travaillent. Bon. Donc, ce déplacement-là, il est déjà là. Donc, mais est-ce que ça veut dire que nous allons être des peuples vertueux qui, justement, par définition, préféreront la chapelle romane au parc de McDo? Ça, non, je ne peux pas en préjuger, je n'en sais rien. Alors, dans l'ordre, il y a une question là. Alors, moi, c'était pas tant une question, c'était plutôt un commentaire, Bernard, si tu permets, sur les questions des qualifications appliquées. C'est-à-dire que l'idée que l'on puisse perdre sa qualification parce qu'on n'exerce pas, c'est quand même énormément lié à la vision qu'on a aujourd'hui du travail qui se fait nécessairement dans un cadre d'entreprise. C'est-à-dire Bernard, là, par exemple, que tu as cité, il montre que même pendant 18 ans, au final, qu'est-ce que tu as produit pendant 18 ans? J'ai produit une thèse d'État. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quelque part... Mais pendant 10 ans, je n'ai rien produit. Voilà, c'est ça. Mais sur les 18, il y en a quand même eu quelques-uns. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, dans l'échange que tu as eu en termes productifs dans un collectif, tu étais à ton travail. Quelqu'un qui ne, pour X raisons, parce qu'il est peut-être associable, parce qu'il est bégaye, parce qu'il est insomniaque, n'importe quoi, reste chez lui, il ne trouve pas du tout le moyen d'être dans un collectif de travail. Admettons, par exemple, c'est un informaticien. Est-ce que ça l'empêche de dépanner, par exemple, tout son voisinage sur le plan informatique? Est-ce que ça l'empêche de gérer un réseau de chez lui? Je crois que c'est la CGT, au niveau des qualifications, je crois qu'il y a à peine 6 échelles de qualification. C'est en fait très peu. Rien que dans cette salle, il y a bien plus que 6 métiers. Donc ça veut dire que c'est des échelles qui sont extrêmement larges et qui regardent en gros des grandes capacités. Et ces capacités ne sont pas liées juste à un métier. C'est en ce sens que c'est du travail abstrait. Il ne s'agit pas, contrairement à des... Ça, c'est un point important que ton intervention me fait préciser. Mais j'ai pas fini. Bon, d'accord. Ce que je voulais juste dire, c'est que même si une personne est chez elle,
sa qualification s'exprime autrement que par la production directe au sein d'un collectif de travail. Et ces qualifications vont s'exprimer dans sa capacité, si c'est juste l'organisation du lien social, de l'organisation d'un collectif de travail, c'est une qualification qui peut très bien faire valoir, je ne sais pas, dans une association sportive, à organiser des voyages scolaires à l'école dans laquelle ses enfants sont. Enfin, ça veut dire que les qualifications sont vraiment des compétences très larges. Je veux dire, quelqu'un chez lui, même s'il n'est pas dans un collectif de travail avec une hiérarchie qui va organiser le travail et la production, il peut l'exercer. Donc il n'y a pas de raison, hormis notre vision actuelle de ce que c'est que la qualification, de ce que c'est que l'entreprise et de l'emploi, pour qu'une personne qui ne soit pas dans un collectif perde sa qualification. Parce qu'à partir du moment où il l'a, il l'exerce dans tous les aspects de sa vie. Et devienne incapable de produire de la valeur économique. Il n'y a pas de raison qu'il devienne incapable de produire de la valeur économique. Il la produit du fait qu'il agit sur l'environnement qui est autour de lui. Simplement, on dit, cette personne-là, elle a une qualification, et s'il l'emploie à fabriquer des tartes, ou à organiser, je ne sais pas, des sorties scolaires, ou à gérer un club de foot, je veux dire, cette qualification, lui, est reconnue. Mais, évidemment, passer à ce régime-là, c'est s'extraire du fait s'extraire de la logique de l'emploi. La qualification reconnaît à la personne qu'elle est capable d'utiliser ce qu'elle sait faire à bon escient. Si je peux me permettre, ça, c'est inaliénable. Si je peux me permettre d'ajouter c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux de qualification. C'est pas parce que quelqu'un sera dans un collectif de travail qu'il va perdre cette capacité. Moi, je suis chez moi, je sais encore faire de l'informatique comme quand je suis au travail. Si je peux me permettre cette métaphore, tu vas me dire si je me trompe, l'emploi doit être conçu comme on l'utilise au théâtre. Vous savez, il y a des comédiens qui ont l'emploi de hallebardier, de grand-mère, de soubrette, etc. C'est un peu ça. Il faut en sortir. Il va pouvoir jouer le roi, le prince charmant, ou ne pas jouer ce jour-là dans la représentation, ou tout d'un coup être l'accessoiriste, si pour une raison quelconque les circonstances s'y prêtent. Est-ce que j'ai bien traduit Oui, ça peut être ça, mais c'est surtout... Non, mais c'est une métaphore. Hein. Ouais, mais l'idée aussi, c'est qu'on a le fait que quelqu'un n'est productif que quand il est dans une entreprise. Et là, il faut sortir de cette idée-là. Bon. Et là, madame, qui veut dire une... Quid des compétences et des diplômes dans tout ça. Encore une fois, la qualification liée au diplôme. Pourquoi c'est extrêmement important que tout le monde démarre au même niveau de qualification? Parce que sinon, vous allez avoir une instrumentation du savoir. Je raisonne par l'absurde là, hein, mais si c'est le diplôme qui décide de la qualification et que cette qualification est à vie, vous imaginez, on a déjà un peu de mal à l'université d'avoir un rapport un peu gratuit au savoir, l'instrumentation va être absolue. Hein. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait une claire distinction entre la certification et la qualification. Mais cela dit, dire que le diplôme n'aura rien à voir avec la qualification, ça me paraît aussi très excessif. Parce que la qualification mesure du travail abstrait. Comme le rappelait Guillaume, elle ne mesure pas un métier, elle mesure la capacité de produire de la valeur économique à un certain niveau, et c'est transversal à des tas de métiers. Nous sommes dans un travail abstrait, et c'est très important de rester à ce niveau d'abstraction du travail pour définir la qualification. Ce qui permet aussi effectivement une mobilité de statut. On est indépendant un jour, dans un collectif le lendemain, fonctionnaire le troisième jour. Tout cela est possible puisque nous baladons avec notre qualification. Alors, ça ne veut pas dire que dans les critères de qualification, lors d'une épreuve de qualification, le diplôme ne comptera pas. Hein. Comme aujourd'hui, le diplôme compte quand on qualifie un poste. Mais ça n'est pas l'école qui qualifie. Quand on qualifie un poste, il n'y a pas de prof. D'accord. De même, quand on qualifiera des personnes, il n'y aura pas de prof. C'est pas l'école qui qualifie. La qualification renvoie à la production de valeur économique. Là, nous sommes dans le monde du travail, et ce sont des jurys du monde du travail qui qualifieront.
le fait qu'on tienne compte de diplômes dans les critères de qualification me paraît tout à fait évident. Bon, les questions. Moi, c'était plus un commentaire aussi pour rebondir par rapport à l'idée de qualification quand on disait qu'on peut l'idée de décliquer, c'est aussi un peu de croire que sous prétexte que d'un seul coup on pourrait avoir au moins 1500 ou si on a augmenté d'un seul coup on aurait 2000 ou 3000 euros par mois qui tomberaient, on s'arrêterait de vouloir faire des choses. Et ça c'est quand même un leurre complet, c'est-à-dire que les gens qui ne font rien sont des gens qui sont très très mal. Sinon les gens qui font, quand ils sont au chômage, qui moi, à peu près 3/4 de mon activité consiste à ne pas travailler, normalement, enfin en tout cas dans une activité salariée, ça n'empêche pas que je fasse 50 milliards de trucs et que j'ai des semaines de 50 heures comme les gens qui travaillent. Quoi. C'est pas on n'est pas en dehors du monde parce qu'on n'est pas dans une activité salariée. Et je rebondissais par rapport à l'idée de, effectivement on n'est pas dans un truc purement positiviste, mais ce qui est sûr, c'est quand on ne dépend plus d'avoir une subvention ou des fonds de recherche qui dépendent d'un truc pétrolier ou d'un truc à ce coup nucléaire, on peut peut-être qu'on a du temps effectivement pour faire d'autres recherches de d'autres types. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup tous les agriculteurs vont arrêter de faire de l'agriculture intensive, mais que si c'est possible de réfléchir autrement parce qu'on n'est pas soumis à des règles financières, ça devient possible. Ça devient possible d'un seul coup de voir qu'il y a de la recherche sur autre chose que le nucléaire qui prend 50% du temps des chercheurs et plus 10% parce que... Il y a un autre commentaire. Tu as fini ton commentaire? Non, il y a un autre commentaire juste derrière. Question courte. C'est dans le même genre d'idée. Hein. C'est qu'en fait, l'idée c'est qu'à 18 ans on part avec une qualification. Mais, et c'est un peu autour de ça que tourne notre discussion, je crois, c'est est-ce que cette qualification, elle se spécifie par exemple, en termes de métier, est-ce qu'elle se spécifie ou est-ce qu'elle reste totalement abstraite, totalement générale? Moi, je pense qu'elle reste totalement générale, puisqu'on est inscrit à un niveau de salaire. Hein. Donc, que l'on soit dans telle ou telle branche, à ce niveau-là, les salaires sont les mêmes, parce que la qualification est la même. Ensuite, qu'une entreprise qui fait du soin, par exemple, embauche à tel niveau de qualification des gens qui ont un diplôme de soignant, ça paraît assez évident. Hein. Souhaitable. Mais que le soignant, lui, ça l'intéresse plus, ou je sais pas quoi, qu'il estime qu'il a mieux à faire et qu'il cherche à mettre en valeur son niveau de compétence dans un autre champ, s'il trouve un collectif de travail qu'il accepte, pourquoi pas, ou s'il crée lui-même un collectif de travail qui fonctionne, pourquoi pas. J'ai en tête une biographie de quelqu'un qui a été maçon, puis chef de chœur, puis créateur d'une laiterie de lait de chèvre, d'un troupeau de chèvres. Bon. Voilà une biographie qui peut se faire à qualification constante éventuellement, ou avec un progrès de qualification s'il passe une épreuve, mais enfin qui est d'autant plus possible qu'on ne passe pas par une case de négation de soi à travers de négation de la qualification dont on est porteur sur un marché du travail. Alors du coup je rebondis, c'est-à-dire que la qualification elle est universelle et on peut témoigner de sa compétence par différents biais, par exemple le diplôme, ou par exemple si je suis chanteur virtuose ça se voit, enfin bref. Voilà. Il y a une séparation entre les deux, mais du coup les questions elles se reposent de la manière suivante, c'est que l'épreuve de qualification elle s'exerce bien dans le cadre d'une activité déterminée. Ah oui, oui. Voilà, donc mais la fonction publique. Dans la fonction publique. Mais dans la fonction publique, tu vas être dans un corps A à tel niveau, mais tu vas avoir une épreuve de qualification comme administratif, comme je sais pas quoi moi, enfin peu importe, enfin dans n'importe quel, et ce sera par un jury ad hoc correspondant effectivement
au type de travail concret que tu vas mener. Hein. Mais donc le travail concret n'est pas absent, hein. Mais pour l'affectation précise des personnes, en revanche, le niveau de qualification, lui, il n'est pas déterminé par le travail concret. Puisque nous sommes dans la valeur économique avec le niveau de qualification. Est-ce que vous êtes inspiré du système de la fonction publique pour créer ce concept de qualification que vous souhaiteriez généraliser à l'ensemble? Non, puisque je prends encore une fois les deux exemples historiques que nous avons, qui sont assez différents, hein, le grade de la fonction publique et l'emploi du secteur privé. Dans ces deux-là, vous avez de la qualification, affectée à la personne ou affectée au poste. Mais nous avons, et vous avez beaucoup de procédures un peu identiques pour qualifier des personnes dans la fonction publique. Si vous prenez des jurys de qualification, ils vont utiliser des critères qui ne sont pas très différents du négociateur de convention collective qui définit la qualification d'un poste. C'est quand même particulièrement différent, c'est des systèmes très différents. Enfin, quand on regarde comment sont construits les concours de la fonction publique, c'est extrêmement scolaire et généraliste. On n'est pas du tout sur du professionnel comme dans le privé. Enfin, ça, moi, je vois pas. Oui, mais la manière dont la qualification est déterminée, c'est plus du même type. Si je peux me permettre, on va aller assez rapidement aux conclusions, sauf si le jeune homme ça va être les dernières questions parce qu'il ça fait déjà 3 heures. Donc, on va peut-être commencer à avoir faim et soif. Une question. Je comprends bien enfin, la grille, enfin, on va dire grille de salaire, enfin, le revenu qui est donné. Je veux bien que chacun donne, enfin, qui peut donner une compétence et qui est ressentie par les autres et donc on donne ce salaire, enfin, cet argent. Mais ce que je veux savoir, c'est toutes les choses que personne n'a envie de faire, tout le travail voilà. Enfin, je sais pas, après, il y a peut-être des gens qui ont de bonheur. C'est vrai que j'ai été travailler à l'usine et les gens, ils aimaient ça. Ils aimaient aller vite et être efficace. Et de faire des salades à la queue, ça lui plaisait. Mais j'ai quand même du doute que le nombre de gens que ça motive, il y a assez de gens pour la demande. C'est une question qu'il connaît bien. Il va vous répondre. Non, c'est pas une question que je connais bien. Mais effectivement, une partie de la réponse est dans ce que vous avez dit. Hein. C'est-à-dire que il faut faire attention lorsque nous décidons qu'un travail est disqualifiant, ingrat, etc., peu attractif. Les enquêtes auprès de ceux qui l'exercent ne confirment pas. Hein. Oui. Il y a plutôt une perception positive du travail concret que l'on mène. Hein. Si vous prenez un exemple tout à fait classique des éboueurs, par exemple, qui acceptera d'être éboueur? Mais quand vous interrogez... Vous savez, les éboueurs, ils sont parfaitement conscients que... alors, ils l'expriment peut-être pas en ces termes statistiques, hein, que notre espérance de vie diminuerait davantage si on supprimait le ramassage des ordures que si on fermait les hôpitaux. Ils le savent, finalement. Et ils ont conscience de participer au bien commun. Et ce métier, ce boulot, au sens de travail concret, les intéresse. Alors, ce qui les intéresse, moi, c'est le salaire, les heures, enfin, etc., c'est-à-dire l'emploi. Hein. Mais le travail concret en tant que tel, vous allez trouver... j'ai entendu parler des techniciens de surface, mais vous avez des gens qui aiment. Alors, peut-être, attention, hein, alors là, parce que ça peut devenir très ambigu ce que je raconte. Hein, je ne me faites pas. Il y en a qui vont pas te rater. Là. Non, mais à très juste titre, ne me faites pas. Ne me faites pas tenir des propos machistes impénitents. Hein, c'est pas de ça du tout. Hein, parce que ce n'est que des femmes, les techniciens de surface en général. Mais bien des tâches que, a priori, nous décrivons, nous estimons n'avoir pas de volontaires, ont des volontaires. Je vais prendre un contre-exemple. Hier, quand je dis que c'est le premier débat, c'est juste, mais en même temps, hier, je commentais à l'espace Saint-Michel
le film magnifique de Gilles Perret, que je recommande d'aller voir, qui s'appelle De mémoire d'ouvrier, qui passe actuellement donc à l'Espace Saint-Michel. Et il y avait un truc qui, moi, m'a saisi. Vous avez des ouvriers du bâtiment. Des ouvriers du bâtiment qui construisent dans les années 50 un barrage. Et il y a à la fois des films de l'époque, qui sont en gros des films de propagande, hein, à l'honneur des valeureux combattants du barrage, bien sûr, et puis des témoignages d'ouvriers qui ont construit ce barrage aujourd'hui. Et puis vous avez une deuxième séquence dans laquelle nous avons, c'est plus les mêmes forcément, des ouvriers du bâtiment aujourd'hui, nous sommes en Savoie, hein, Savoie et Haute-Savoie, qui construisent des chalets à 25 millions d'euros pièce. 6 chalets, un chantier de 6 chalets à 25 millions d'euros pièce. Et encore, ils disent 25 millions, c'est certainement davantage. Enfin, c'est le prix public officiel. Ce qui est frappant, c'est que ces ouvriers qui ont construit dans des conditions extrêmement difficiles, et que je ne voudrais pas du tout rosir, hein, on faisait venir, les patrons remplissaient des camions, comme on dit, c'est-à-dire aller chercher des camions d'Italiens à la frontière. Enfin, on voit des scènes peu reluisantes, hein, il n'empêche que ces salariés avaient conscience que ce qu'ils produisaient allait faire vivre le pays, leur montagne, leur vallée, avec une production de valeur d'usage dont ils ne mettaient pas toujours en cause l'intérêt, une partie sans intérêt, aussi intéressante. Et il y a des développements extrêmement intéressants sur le fait très intéressants sur le fait que quand on ferme une usine, on détruit la campagne. Hein, et que la construction d'usines, c'est ce qui va valoriser la campagne en même temps, enfin, etc. C'est tout à fait intéressant sur cette affaire et utile pour aujourd'hui, disons. Hein. Cette fierté aujourd'hui, on ne la trouve pas du tout chez ces constructeurs de chalets à 25 millions d'euros. Ils sont écœurés. Techniquement, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'ils font. Physiquement, ça reste très difficile, mais c'est moins difficile. Ils sont écœurés. Ils savent ce que ça veut dire en aval. Un pays qui va être voué à de la domesticité de nabab. C'est pas très intéressant collectivement. Et non pas une vallée qui permet de développer et l'agriculture et l'industrie, en fait, etc., comme ça avait été le cas. Donc, dans l'attrait pour une tâche, y compris une tâche difficile, entre de façon majeure la finalité même de la tâche, la valeur d'usage qu'elle produit. Et si nous maîtrisons la valeur d'usage, parce que nous maîtrisons la valeur économique, je pense que, au contraire, il y aura plus de volontaires pour des travaux difficiles. Alors maintenant, s'il y a des travaux difficiles qui sont attentatoires à la santé, je pense qu'il faudra les supprimer et les biens. On ne pourra pas se contenter de dire retraite à 55 ans pour des gens qui ont perdu 10 années qui par leur travail ont perdu 10 années d'espérance de vie. Moi je trouve qu'on ne peut pas se contenter de ce genre de truc. C'est en amont même qu'il faut empêcher cette perte de 10 ans d'espérance de vie. Et donc interdire, ou alors faire un turnover des travaux de nuit. Hein. Donc des formes de service civique. Pourquoi est-ce que nous accepterons du service civique? Mais parce que l'économie, ce sera plus il, mais nous. Il suffit tout simplement, en plus du salaire à la qualification, qu'on ne discute pas, aussi de rémunérer sur la fraction supérieure le poste
et par des primes, etc. Et dans ce cas, on arrive à retrouver une motivation. Ah oui, mais là, c'est bon. Oui, mais vous n'avez pas la. Oui, mais là, ça dépend. C'est le. Non, ça part pas dans le capitalisme. À partir du moment où c'est pas régulé économiquement et que c'est libéré. Non, mais il faut que je réfléchisse à ça parce que effectivement, j'ai une certaine résistance à cette proposition. Oui, là, mais en même temps, peut-être en même temps, je la comprends bien. Oui, mais tu as déjà répondu dans de précédents débats sur ces questions-là. Et alors, sauf si on doit rebondir indéfiniment, il est tard, tu es peut-être un peu fatigué. Ah non, moi je suis infatigable. Est-ce que vous voulez unanimement continuer encore un petit peu, mais pas trop longtemps, hein, on joue le temps additionnel là. J'ai fait cliquer sur la qualification, c'est que j'ai peur qu'il y ait trop amalgame entre qualification et âge. C'est-à-dire que compte tenu, si on prend tout, on va dire plus on vieillit, plus on est qualifié. Et la preuve aujourd'hui, c'est que quand on est retraité, alors on peut dire que c'est fabuleux, on fait plein de choses, mais pourquoi on garderait le même salaire? Enfin, je veux dire, on voit bien aujourd'hui, les retraités sont très contents avec des salaires inférieurs et en faisant beaucoup de choses. Et j'aurais peur qu'il y ait trop cet amalgame avec l'âge. Alors moi, j'ai un peu réfléchi à cette question. Moi, je revendique le fait de pouvoir encore gagner en qualification, à condition que je me soumette à des épreuves. Je ne sais pas si à 80 ans, je me soumettrai à des épreuves de qualification. Mais je vois pourquoi j'arriverai à 60 ans dans un no man's land où pendant 30 ans, plus rien ne se passerait quant à ma qualification. C'est pas l'âge qui fait... C'est un premier... Mais alors, non, mais attendez. Parce que le salaire serait lié à la qualification. Donc je dis, est-ce que vous, en même temps, revendiquez, par rapport à plus de qualification, plus de salaire? Oui, bien sûr. Et qu'on peut encore gagner en salaire à 90 ans, oui, si on passe une épreuve de qualification, dans la limite de 6 000 euros par mois. Hein. Je précise quand même. Hein. Ceux qui atteignent 6 000 euros à 50 ans, c'est terminé. Alors maintenant, là, il y a un risque de société absolument gérontocratique. Donc c'est pour cela qu'il faut une retraite qui n'a pas le sens actuel, mais qui dit que, alors à 55 ans, à 60 ans, il y a un âge politique, un autre âge politique. Il y a les 18 ans ou les 16 ans, il y a un deuxième âge politique, qui est mettons 60 ans, où là, on doit renoncer à toute responsabilité opérationnelle, par exemple. Puis on explore des chemins nouveaux du travail. Il y a bien à faire, de toute façon. En plus, on s'emmerde plus avec l'opérationnel, on laisse ça aux plus jeunes, d'accord? Moi, j'avoue que ne plus avoir à me soucier de refaire la maquette, quand les collègues disent « abandonner une réunion pour refaire la maquette oh, !» Quel bonheur! Là, ça justifie peut-être un peu moins de salaire. Mais pourquoi ça justifie moins de salaire? Moi, j'ai pas démérité le jour où je suis passé de 60 ans à 60 ans et un jour. Non, parce que l'idée du salaire est toujours liée à la notion d'emploi. On est dans un collectif, on produit. C'est comme si les gens, d'un seul coup, parce qu'il ne fait plus ses réunions de maquette, eh ben, il ne sait plus, par exemple, aider des gens à faire un bouquin ou à enseigner le graphisme, des choses comme ça. Il y a vraiment, moi je pense que c'est la personne qui est qualifiée, qui est valorisée. Notre vision de l'entreprise. Mais après, on aurait le droit aussi de dire on n'a plus besoin d'autant d'argent. Oui, mais bien sûr. Non, mais attendez. Non, mais rien n'empêche celui qui estime de filer ses sous. Ça, alors là, ça n'est interdit à personne. Ça, c'est évident. Hein. Quand on a repris la création monétaire publique, le gars qui ne dépense pas ses sous ne va pas pouvoir les accumuler, parce que ce qu'il accumulera, on l'expirera. Oui, mais de toute façon, bien sûr, il n'y a pas d'accumulation possible, puisqu'il n'y a pas de propriété lucrative. Donc ça limite forcément, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'ai une question par rapport à ce qui vient d'être dit. La dernière. Hein. Oui, je voudrais savoir pourquoi, à partir du moment où on coupe le lien entre le revenu ou salaire et l'emploi, pourquoi on continue à parler de salaire et pas de revenus justement? Est-ce que si on pousse la logique au bout, c'est quoi dire il y a des revenus qui deviennent des droits et puis le problème du travail et des activités qu'on va décider de réaliser devient un problème politique où on a à décider si oui ou non il faut des éboueurs et qui le fera et peut-être que ce sera à tour de rôle, mais ça devient décorrélé de l'aspect du revenu. Dans ce cas-là, est-ce que c'est légitime de toujours parler de salaire? Ben,
Oui, c'est aussi une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi continuer à appeler salaire ce qui va être si différent de ce que nous appelons salaire aujourd'hui? Mais pas si différent que ça, puisqu'il s'agit toujours de qualification, encore une fois. Le mot revenu, il a deux acceptions, je trouve. Il y a une acception ancienne qui est le rendement d'un patrimoine. D'ailleurs, si vous lisez, par exemple, j'ai été voir dans le Littré pour être bien sûr, le mot revenu n'a que ce sens-là à l'époque. Rendement d'un patrimoine. C'est le revenu que je tire d'une propriété lucrative. Ensuite, le mot a été étendu, d'accord. Alors, rendement d'un patrimoine, écoutez, j'ai pas envie de changer salaire par revenu, puisque nous nous débarrassons de la propriété lucrative. Alors ensuite, la deuxième sens du mot revenu, c'est pouvoir d'achat. C'est ce qui me permet de satisfaire des besoins. Eh ben, moi, je ne veux pas me définir par la capacité à satisfaire mes besoins. Je suis un producteur de valeur économique. Pourquoi pas garder le mot salaire, puisque c'est à ça qu'il est associé, en le libérant en revanche de la définition capitaliste de la valeur économique. Garder le mot salaire, c'est dire nous changeons la valeur économique. La convention qui est derrière le mot. Mais nous restons bien sur le champ du salaire. C'est pour ça que je tiens... Hier encore, un collègue, j'étais dans un séminaire, là je présentais mon bouquin. Ah bah oui, c'est vrai, finalement, ça va être fini après la troisième fois. J'ai présenté mon bouquin dans un séminaire de mon labo, dans le séminaire de mon labo. Il y a un collègue qui m'a dit, écoute, moi je trouve passionnant ton truc, sauf que tu détruis tout en gardant le mot salaire. Ça introduit une confusion. On ne comprend rien à ce que tu racontes parce que tu utilises un mot qui est connoté définitivement comme étant le prix de la force de travail ou le prix de la productivité marginale. Je lui ai dit non. C'est pas ça. De fait, dans ce que j'observe, le salaire, c'est pas ça. Parce que il s'est construit sur d'autres bases que celle-là, à travers la qualification et la cotisation. Donc pourquoi est-ce que je l'identifierais à ce qu'il n'est pas? Et puis, deuxièmement, non, je crois qu'il y avait que ça comme réponse. Oui, c'est ça. Bon.